Alazen a été l'un des initiateurs d'une révolution scientifique née dans les mosquées et les médersas musulmanes. Nous devons à ces savants l'invention de la chimie moderne et les termes alchimie, alambic, alcool et alcali. Les ouvrages de médecins, tels qu'Ibn al-Nafis et Avicenne, ont fait autorité jusqu'au XIXe siècle. Les Arabes ont inventé les instruments d'astronomie, qui, plus tard, ont guidé les Européens jusqu'au Nouveau Monde. Ils ont mesuré la circonférence de la Terre et dressé des cartes d'une précision sans précédent. De l'Inde à la péninsule ibérique, se développait un climat propice à la créativité et à l'émergence d'idées nouvelles. Ce n'était qu'une question de temps avant que le reste de l'Europe ait vent d'une telle effervescence. Autour de l'an 1000, l'Europe chrétienne vivait une époque charnière de son histoire. La société commençait à sortir des ténèbres, même si elle ne s'épanouirait pleinement que des siècles plus tard, à la Renaissance. La vie intellectuelle des lettrés, cloîtrés dans leur monastère, était pour le moins encore très limitée. Le titre de cet ouvrage est « De Temporum Ratione ». Il est consacré à l'établissement des dates des fêtes religieuses, notamment Pâques. Ce livre est à la pointe de l'astronomie européenne du début du XIe siècle. Pourtant, par rapport aux œuvres produites au Proche-Orient à la même époque, il semble très rudimentaire. Cet ouvrage n'a rien d'un traité d'astronomie théorique. On n'y parle pas de la trajectoire du Soleil et de la Lune dans le ciel, ni des planètes, ni des étoiles fixes. Alors que les érudits musulmans puisaient à l'envi dans de fabuleuses bibliothèques, leurs collègues européens disposaient d'un nombre de volumes dérisoires. Nos bibliothèques étaient peu fournies. Disons que si une cathédrale possédait une centaine d'ouvrages, c'était déjà beaucoup. Comparé à ce que proposait la bibliothèque de Cordoue de l'époque, 80 000 volumes d'après les sources, c'est un chiffre totalement insignifiant. Un abîme séparait alors la pensée européenne de la science islamique. Et c'est de manière tout à fait inattendue que les deux mondes vont finir par entrer en contact. En 1095, les chevaliers chrétiens se sont lancés dans leur première croisade contre l'islam. Ainsi a débuté une guerre de religion de 200 ans qui, paradoxalement, a abouti au rapprochement des cultures. Les guerriers et les moines emmenaient dans leur sillage des pèlerins que ne motivait pas seulement la foi. Il semble que d'autres gens se joignaient aux croisés. Des gens qui étaient fascinés par les nouvelles perspectives intellectuelles qui s'offraient à eux. Les savants chrétiens revenaient des croisades émerveillés par ce qu'ils avaient pu découvrir de la science arabe. Pourtant, c'est moins en Terre Sainte que dans le sud de l'Europe que ces premiers contacts allaient conduire à un échange ininterrompu d'idées. Les croisés voulaient reconquérir non seulement Jérusalem, mais aussi la Sicile et la péninsule ibérique. Il existait différents points de contact
Mais les endroits où s'est probablement produit l'essentiel de la transmission du savoir et de la culture, ce sont la Sicile et l'Espagne. Ces régions ont été musulmanes avant de tomber aux mains de souverains chrétiens. Et ce que les peuples conquis ont laissé derrière eux a été en grande partie absorbé. L'Espagne musulmane a développé une culture dont les chrétiens n'ont découvert le luxe et la sophistication qu'à partir du XIe siècle. Ces palais célèbrent le raffinement de la pensée islamique, et on peut y lire à livre ouvert. Chaque pan de mur se fait ici l'écho d'un concept philosophique ou d'un théorème de géométrie. Mais un jour, le vent a tourné et toute cette culture a été balayée. En 1085, s'est produit un événement qui allait modifier à jamais le cours de l'histoire. L'entrée du roi Alphonse VI dans la ville frontière de Tolède. Voici la vieille porte de Bisagra, qu'on appelle aussi la porte d'Alphonse VI. Selon la tradition, le roi de Castille et de Léon, qui a conquis Tolède, est entré dans la ville par ici. Cet épisode de la Reconquête a sonné le glas de l'Espagne musulmane. Mais il a également été le point de départ du renouveau intellectuel de l'Europe chrétienne. À Tolède, les nouveaux occupants ont découvert un nombre de livres stupéfiants. Quand Alphonse VI s'est emparé de la ville, il est très probable que certains musulmans possédaient leur propre bibliothèque. À ces livres, il faut ajouter ceux qui provenaient d'autres régions d'Al-Andalus. Et parmi ces ouvrages, beaucoup étaient des traductions en arabe d'œuvres classiques et de textes de philosophie grecque. Toute une population de lettrés juifs, chrétiens et musulmans qui parlaient aussi bien l'arabe que l'espagnol veillait jalousement sur ces livres. Tolède présentait ce double avantage. D'un côté, on y trouvait des livres, et de l'autre, des gens capables de les lire et surtout de les traduire. Dès sa reconquête, la ville s'est trouvée au cœur d'une vaste entreprise de traduction de textes arabes en latin. Frustrés par les limites de la vie intellectuelle européenne et désireux d'étudier par eux-mêmes les œuvres célèbres des érudits arabes, les savants ont afflué de tout le continent. Daniel de Morlaix, qui connaît très bien les travaux d'Adalard, raconte qu'il est allé à Paris et qu'il y a trouvé les lettrés extrêmement ennuyeux. Tout ce qu'ils font, c'est s'asseoir devant de gigantesques manuscrits et écrire des annotations dans la marge. C'était, semble-t-il, des livres de droit. Il nous dit aussi « Je suis allé à Tolède parce que j'ai entendu dire qu'on y étudiait le quadrivium, les mathématiques, l'astronomie, l'arithmétique, et je n'ai pas été déçu. » Il était manifestement très enthousiaste. Il a raconté son séjour à Tolède. Et dans son livre, il dit que les Arabes étaient nettement plus clairs dans leurs explications que les Latins. L'ancienne cité musulmane a été à l'origine d'un processus aux répercussions considérables. Grâce à ses traducteurs, les travaux longtemps oubliés des philosophes grecs et les chefs-d'œuvre de la science arabe
ont pu commencer à s'imposer en Occident. En quittant Tolède, les érudits emportaient avec eux un savoir précieux, un transfert de connaissances dont les conséquences seraient immédiates. C'est toute une société à peine sortie des ténèbres qui a pu ainsi entamer un prodigieux développement culturel. Des traces de l'influence musulmane ont été retrouvées à quelques 1300 km de Tolède, dans l'ouest de l'Angleterre. Dans la cathédrale de Salisbury, des symboles ont été découverts. S'ils nous sont familiers aujourd'hui, dans l'Europe du XIIIe siècle, ils constituaient un apport extrêmement novateur. Le chiffre 3 a été gravé sur une poutre du toit dont on sait qu'elle a été installée juste après l'an 1240. À notre connaissance, c'est la première fois qu'un chiffre hindou-arabe a été utilisé dans une construction. Sur la poutre voisine, on trouve un 2. Et sur la poutre suivante, un 4. De l'autre côté aussi, on a les chiffres 1, 2, 3 et 4, chacun suivi de la lettre N pour indiquer le nord. Ces chiffres ont été gravés par les charpentiers pour signaler l'ordre dans lequel il fallait poser les poutres. Le système de numération à 10 chiffres, dont le 0, que l'on juxtapose au 1 pour faire 10, 100 et ainsi de suite jusqu'à l'infini, a été inventé en Inde et adopté par les Arabes au 8e siècle. Très vite, les Européens ont été conquis par la souplesse et la facilité d'utilisation d'un tel système. Les gens ont découvert les chiffres hindou-arabes et leur potentiel, le fait que leur position conditionne leur valeur, qu'un caractère égale un chiffre. C'est normal qu'ils aient substitué ce système à la numération romaine, qui est très lourde, et où il faut jusqu'à 3 ou 4 traits pour faire un chiffre. La numération indienne, qui ne représente qu'une minuscule fraction du savoir introduit à l'époque en Europe, a rendu possible la construction de cathédrales d'une taille et d'une magnificence encore jamais atteintes. J'aime l'idée que ce système était utilisé, parallèlement à des techniques mathématiques beaucoup plus avancées, dans la construction d'une cathédrale gothique comme celle de Salisbury. Et n'oublions pas qu'elle-même a été bâtie selon des théories mathématiques bien plus rigoureuses que celles mises en œuvre dans les églises plus anciennes. Ces lieux de culte résument à eux seuls le processus de pénétration du savoir islamique en Europe. Non seulement ils ont servi de lieu de transmission des connaissances, mais ils sont eux-mêmes le fruit de l'application concrète des nouvelles avancées. Toute une communauté était à l'œuvre dans une cathédrale. Des architectes, des maçons, des charpentiers, des lettrés, les professeurs et les ecclésiastiques. Et tous participaient à un mouvement intellectuel qui devait beaucoup à la science arabe. La nouvelle pensée scientifique s'est peu à peu infiltrée dans les centres européens d'enseignement religieux. Ce faisant, elle a mené à leur transformation. À travers toute l'Europe, des institutions ont vu le jour qui se fondaient sur les principes de l'enseignement laïque hérité des Arabes. Les universités étaient nées.